Ce second cours est consacré à la somesthésie, c'est-à-dire en fait à la sensibilité corporelle. Alors j'attire votre attention sur une chose importante, c'est qu'il s'agit d'un cours charnière entre le premier sur la motricité et le suivant qui sera sur la douleur. En particulier, la partie du cours sur la motricité consacrée aux récepteurs proprioceptifs, aux récepteurs fusoriaux, doit être considérée comme faisant partie intégrante de ce cours sur la somesthésie. D'autre part, dans le troisième cours, il sera souvent fait mention de ce même cours sur la somesthésie. Donc celui-ci ne doit pas être considéré, pris isolément, mais doit être toujours mis en relation avec les deux autres parties de la neurophysiologie que je vous ai traitées. Après quelques mots d'introduction, je parlerai des récepteurs de cette sensibilité somesthésique, puis du trajet des fibres qui véhiculent les informations concernées, et enfin, dans les dernières parties, assez brièvement, je parlerai du devenir de ces informations dans le système nerveux central. Deux mots de définition pour commencer. Le terme somesthésie provient de soma, qui veut dire corps. La somesthésie est donc, comme je l'ai déjà évoqué, la sensibilité consciente du corps. Cette sensibilité est mise en jeu par des événements naturels très divers, comme le contact d'un objet avec la peau, un déplacement articulaire, une brûlure gastrique. Bien souvent, ces événements se décomposent eux-mêmes en phénomènes plus élémentaires. Ainsi, un objet au contact de la peau exerce une certaine pression et en même temps délivre de la chaleur ou du froid. En physiologie, ces événements élémentaires sont appelés des stimuli, stimulus au singulier. Pour étudier expérimentalement la somesthésie, y compris chez l'homme, on s'efforce d'utiliser des stimuli très simples, bien plus simples que ceux à l'œuvre dans les conditions naturelles. Le domaine visé par la définition de la somesthésie est donc très vaste, puisque la sensibilité du corps, ça désigne un très grand nombre de choses. Aussi, il a fallu créer des subdivisions. Il existe 3 types de subdivisions, et c'est parfois source de confusion. Un premier type de subdivision, selon la région du corps à l'origine des messages somesthésiques. Il y aura ensuite une subdivision fondée sur la nature de l'énergie délivrée par le stimulus, puis une troisième sur la qualité perceptive des stimuli. Donc, première subdivision, selon la région du corps à l'origine des messages. On a à nouveau, dans ce cas-là, 3 grands secteurs. On distingue en effet une sensibilité cutanée, qui est également appelée extéroceptive. Dans ce cas-là, bien sûr, l'origine des messages sensitifs, c'est la peau. Cette sensibilité est très développée car elle signale les interactions avec le milieu environnant immédiat. Une deuxième sensibilité, c'est celle de l'appareil locomoteur, articulations, muscles et tendons. La plus importante dans ces parties de la sensibilité de l'appareil locomoteur est celle des muscles et des tendons. Cette sensibilité des muscles et des tendons est souvent appelée proprioceptive ou proprioception. Au sens strict, cette identification, sensibilité de l'appareil locomoteur égale sensibilité proprioceptive, est inexacte. Mais on la conservera néanmoins ici parce qu'elle est très répandue et très commode. Plus précisément, dans la suite, on appellera proprioception la sensibilité mécanique indolore de l'appareil locomoteur. Dernier territoire, les viscères. Il s'agit donc cette fois-ci de la sensibilité viscérale, appelée aussi parfois sensibilité végétative ou encore sensibilité interoceptive. Les mécanismes de cette sensibilité diffèrent nettement de ceux des 2 sensibilités précédentes. En particulier, les informations issues des viscères parviennent peu à la conscience de manière directe. Sensibilité viscérale et sensibilité de l'appareil locomoteur sont parfois regroupées sous le terme de sensibilité profonde, la sensibilité cutanée étant bien sûr dite superficielle dans cette perspective. Le deuxième mode de subdivision est fondé sur la nature de l'énergie
délivrés par les stimuli. Donc la base de cette classification est un critère physique. C'est quelque chose de très objectif. Et ceci conduit à nouveau à 3 groupes. Une sensibilité mécanique, qui constitue une part très importante de la sensibilité. Une sensibilité thermique. Et enfin, une sensibilité chimique. La part de cette dernière, la sensibilité chimique, est beaucoup plus restreinte que celle des sensibilités mécaniques et thermiques. Elle concerne surtout cette sensibilité chimique, la sensibilité viscérale. Ces deux classifications, la classification topographique fondée sur l'anatomie et la classification basée sur la nature physique des stimuli, ne sont pas du tout incompatibles. On a ainsi une sensibilité mécanique aussi bien au niveau de la peau, par exemple le contact avec un objet placé dans la main, que de l'appareil locomoteur, par exemple l'étirement d'un muscle, et également des viscères, par exemple une distension intestinale. Il y a un point plus délicat à propos de ces subdivisions topographiques et physiques. C'est le fait que pour toutes ces catégories, la somesthésie n'est pas seule concernée. En effet, chacune comprend une partie consciente, qui relève de la somesthésie, et une partie inconsciente. Des exemples très connus des aspects inconscients sont les versants sensitifs des réflexes. Et cela renvoie notamment au cours sur la motricité. La sensibilité viscérale, par exemple, est très largement inconsciente. Au contraire, la sensibilité extéroceptive est fortement impliquée dans la somesthésie. Troisième mode de classement, selon la qualité des sensations perçues. Donc, cette fois-ci, un critère perceptif. Alors là, il s'agit par définition d'un mode de subdivision intéressant uniquement la somesthésie, puisqu'il est fondé sur des jugements des sujets, souvent des patients chez lesquels on recherche un éventuel déficit de sensibilité. Les principaux groupes qui sont formés dans cette catégorie perceptive sont le tact, l'ensemble toucher, pression, vibration. C'est en fait la sensibilité tactile, mécanique consciente, celle qui permet par exemple de reconnaître sans le secours de la vue un objet placé au contact de la peau. Il y a une sensibilité au chaud et au froid, c'est la sensibilité tactile thermique consciente principalement. La kinesthésie est une sensibilité très importante. Il s'agit du sens de position et de déplacement des articulations, ainsi que du sens d'effort, ce qu'on appelle le sens d'effort, qui permet par exemple d'apprécier le poids d'un objet que l'on doit manipuler, le poids d'une charge qu'on doit soulever par exemple. Enfin, dernière catégorie, la douleur, qui pose des problèmes particuliers qui seront évoqués dans le cours suivant. Compte tenu de sa très grande importance biologique et médicale, en effet, la douleur sera étudiée séparément dans la suite de ce cours. Hormis quelques brèves mentions à cette sensibilité douloureuse, il sera question uniquement de la sensibilité somesthésique indolore. Une dernière précision sur ce mode de classement perceptif, sur cette troisième subdivision, il est très utilisé en neurologie. Malgré leur grande diversité, toutes les voies de la sensibilité somesthésique sont organisées selon le même schéma anatomique simple, un schéma formé d'une chaîne de 3 neurones successifs qui sont représentés sur la diapositive suivante. En allant de la périphérie vers le centre, ce schéma vous montre qu'on a un premier élément qui est le neurone afférent primaire, qu'on retrouve ici, et c'est un élément neuroanatomique d'une très grande importance, le neurone afférent primaire dont le corps cellulaire est situé dans un ganglion rachidien et dont l'axone est une fibre afférente primaire. Il faut pour ça se reporter aux prérequis présentés dans le cours sur la motricité. L'extrémité distale de cette fibre porte une structure d'une très grande importance en physiologie qui est le récepteur sensoriel somesthésique, représenté par R sur la figure. L'extrémité centrale du neurone afférent primaire est connectée au deuxième élément, qui est le neurone de second ordre. Ce neurone de second ordre projette à son tour sur un troisième neurone, généralement situé
dans le diencéphale. Le troisième neurone envoie les informations somesthésiques au cortex cérébral où ces informations seront traitées. Ce schéma peut présenter des complications, qu'on n'envisagera d'ailleurs pas dans ce cours, mais cette organisation de base simple se retrouve toujours, les complications consistant simplement en la greffe d'éléments supplémentaires. Dans la suite, et pour simplifier, on ne parlera que de la sensibilité du tronc et des membres. Il faut simplement savoir que celle de la tête est organisée de la même manière, que ce soit pour les voies anatomiques ou pour les phénomènes physiologiques qui se déroulent sur ces voies. Il va être donné quelques détails cette fois-ci sur les récepteurs, donc les récepteurs somesthésiques. Les récepteurs sensoriels dont font partie les récepteurs de la somesthésie ont un rôle d'une extrême importance car c'est de leur fonctionnement que provient toute l'information dont dispose notre cerveau, aussi bien au sujet du milieu environnant que du milieu intérieur. Leurs propriétés à ces récepteurs peuvent être étudiées avec une relative précision du fait justement que ces propriétés sont corrélées à des événements bien identifiables, la fonction des récepteurs étant de fournir les informations relatives à ces événements. Les différents aspects élémentaires des événements détectés par les récepteurs, on l'a déjà dit, sont la source de stimuli. Chaque catégorie de récepteurs a son stimulus spécifique qu'on appelle stimulus adéquat dans le jargon physiologique. La plupart des récepteurs sensoriels sont situés sur des cellules spécialisées comme les cellules à cône et bâtonnets pour la vision ou les cellules ciliées de l'oreille interne. La détection des stimuli se fait donc sur ces cellules réceptrices et c'est une autre cellule, nerveuse cette fois, qui conduit le message résultant vers le système nerveux central. La somesthésie présente une différence remarquable par rapport à ce schéma puisque les récepteurs somesthésiques sont portés par l'extrémité terminale distale des fibres afférentes primaires et je renvoie à la figure qui a été montrée juste avant. La somesthésie ne partage cette caractéristique qu'avec l'olfaction. Il n'y a donc pas de cellules réceptrices spécialisées pour la somesthésie, dont l'organisation est par conséquent plus simple, puisque c'est une même cellule, le neurone afférent primaire, qui assure d'une part la détection du stimulus et d'autre part la transmission de l'information résultante. Alors, je vais parler maintenant de la naissance du message. En fait, ceci concerne tous les récepteurs sensoriels, là encore, et pas seulement ceux de la somesthésie. En effet, quelle que soit la modalité sensorielle, cette étape comprend deux opérations successives, la transduction du stimulus, puis le codage de l'information résultante, opérations qui sont indiquées sur la diapositive suivante. La transduction, c'est l'opération fondamentale de la physiologie sensorielle. Le terme désigne un changement de support physique. En effet, tout stimulus délivre une énergie qui lui est spécifique. Pour les stimuli visuels, par exemple, il s'agit d'énergie lumineuse sous forme de photons. Pour la somesthésie, comme on l'a déjà dit, l'énergie a trois natures possibles, physiquement, mécanique, pression sur la peau, étirement d'un muscle, thermique, chaud ou froid, et chimique, cas d'un agent irritant par exemple. Or, la circulation et le traitement des messages dans le système nerveux reposent sur des phénomènes électriques, à savoir des variations de potentiel de membrane des cellules nerveuses concernées. Il faut donc un processus qui permette de représenter l'énergie fournie par le stimulus par ce phénomène électrique qui est une différence de potentiel. Il faut une mise en correspondance entre le phénomène physique particulier, l'énergie du stimulus particulière, et une énergie qui est sous forme électrique. Ce processus, c'est la transduction. Cette transduction prend des formes très variées selon la modalité sensorielle. Elle s'effectue sur une partie de la cellule appelée site de transduction. Pour la vision, par exemple, c'est la partie des cônes et bâtonnets qui contient les pigments visuels, qui va former le site de transduction. Pour la somesthésie, le site de transduction se trouve sur la partie réceptrice de la fibre afférente primaire. De ce fait, les mécanismes de la transduction sont particulièrement difficiles à étudier pour cette sensibilité
somesthésique. La deuxième opération, c'est donc le codage. La transduction est un phénomène local, restreint à quelques dizaines de microns autour de la partie réceptrice de la fibre afférente primaire. Pour que le signal produit par cette transduction puisse parvenir au système nerveux central, qui est parfois distant de plus d'1 mètre, ce qui est considérable, ce signal doit revêtir la forme de potentiel d'action. Une nouvelle transformation est donc nécessaire, c'est le codage de l'information relative au stimulus initial. La forme exacte prise par cette transformation dépend du type de récepteur en jeu. La nature même du phénomène n'est pas encore vraiment comprise. Le seul exemple détaillé à connaître dans le cadre du cours de neurophysiologie est celui des récepteurs fusoriaux primaires et secondaires qui a été détaillé dans le cours sur la motricité auquel il faut se référer pour ce passage du cours sur la somesthésie. Quelques précisions maintenant sur la structure des récepteurs somesthésiques. Les quelques points à retenir sont illustrés sur la figure suivante. Cette figure présentant le cas d'un récepteur cutané. Ces points à retenir sont tous relatifs au fait que certains récepteurs sont munis de ce qu'on appelle une formation annexe. Celle-ci est une structure spécialisée placée entre le stimulus et la partie réceptrice de la fibre sensitive. Sur la figure, cette formation annexe entoure la partie distale de la fibre afférente primaire représentée en bleu. Un autre exemple de formation annexe a déjà été vu en détail dans le cours précédent sur la motricité. Il s'agit du fuseau neuromusculaire, dans lequel ce sont plus précisément les fibres intrafusales qui tiennent le rôle de formation annexe. Dans le cas représenté sur la figure d'une formation annexe cutanée, celle-ci a comme souvent une forme en capsule, ce qu'on appelle un corpuscule. Morphologiquement, ce sont les formations annexes qui sont responsables de la diversité des récepteurs somesthésiques. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces formations annexes ne sont pas réceptrices. Elles sont seulement interposées entre le stimulus et le récepteur. Dans le cas de la figure, le corpuscule de gauche ne fait que transmettre à la partie réceptrice de la fibre afférente primaire l'effet mécanique de l'application du stimulus au niveau de la peau. De même, les fibres intrafusales vues dans le cours précédent communiquent simplement aux récepteurs primaires et secondaires les effets mécaniques des allongements ou des raccourcissements du muscle. Au contraire de ces fibres afférentes primaires à formation annexe, il existe des terminaisons dépourvues d'une telle formation et ces terminaisons sont directement au contact des tissus. C'est ce qui est représenté par l'élément vert sur la figure. On appelle ces terminaisons des terminaisons libres. Donc du point de vue strictement morphologique, il y a en fait deux grands groupes de récepteurs somesthésiques, ceux qui ont une formation annexe et ceux qui n'en ont pas. Alors, une fois initiés au niveau des récepteurs, par les mécanismes de transduction et de codage décrits précédemment, les potentiels d'action se propagent le long des fibres afférentes primaires en direction du système nerveux central. C'est la raison pour laquelle on va donner tout de suite la classification de ces fibres afférentes primaires. Cette classification est à la fois simple et importante à connaître. Les raisons de cette importance ont déjà été mentionnées dans le cours précédent sur la motricité. C'est surtout le fait que les récepteurs somesthésiques étant portés par les fibres afférentes primaires, l'étude directe de ces récepteurs est très difficile. Et leurs propriétés, et souvent aussi le rôle de ces récepteurs, sont déduits de l'activité des fibres afférentes primaires, qui est plus facile à détecter et à caractériser que celle des récepteurs. Une autre raison de l'importance de ce classement, c'est cette classification des fibres afférentes primaires, c'est que la connaissance de ces groupes peut être utile en clinique. Cette classification est indiquée sur la diapositive suivante.
Il s'agit d'un tableau donc, qui montre les principaux groupes de fibres afférentes primaires. La classification repose sur deux éléments, le diamètre des fibres et la présence ou non d'une gaine de myéline. Ces deux éléments ont une même incidence fonctionnelle importante car ils conditionnent tous deux la vitesse de conduction des fibres concernées. Dans cette classification, la seule complication provient du fait que deux nomenclatures différentes sont pour désigner des fibres de même nature, selon qu'elles proviennent de la peau ou, au contraire, des articulations. La première dénomination concerne la peau, les fibres qui viennent de la peau et des articulations, et la seconde, ce sera la troisième colonne. La deuxième dénomination concerne les fibres qui proviennent des muscles et des tendons. Les deux nomenclatures sont indiquées dans le tableau, mais dans la suite, on utilisera uniquement la terminologie cutanée par souci de simplification et aussi parce qu'elle est universelle. En effet, la désignation cutanée a été établie à partir de l'ensemble des fibres formant les racines dorsales de la moelle. C'est seulement l'usage qui a conduit à utiliser d'autres symboles pour la partie de ces fibres issues des muscles et tendons. La seule exception qu'on continuera à faire concerne les fibres portant les récepteurs primaires et les fibres 1 petit a et secondaires, les fibres grand E des faisceaux neuromusculaires. Toutes origines confondues, il y a en fait trois grands groupes. Les fibres myélinisées de gros diamètre, qui sont séparées elles-mêmes en deux sous-groupes, deux sous-ensembles, les fibres A-alpha, ou de type grand 1, qui proviennent, elles, uniquement des muscles et tendons, et les fibres A-bêta, ce qui correspond au grand 2 pour les muscles. Les vitesses de conduction de ces fibres sont très élevées, puisque les fibres 1A peuvent véhiculer les influx à près de 120 mètres par seconde. Les fibres myélinisées de petit diamètre ensuite, qu'on appellera toujours A delta dans la suite. Et enfin, les fibres amyéliniques, qui ont, comme vous le voyez, une très faible vitesse de conduction. Ceci est dû à l'absence de myéline et au petit diamètre de ces fibres. Ces fibres amyéliniques sont très majoritaires et constituent par exemple environ 80% du contingent sensitif des nerfs cutanés. Une grande partie de ces fibres amyéliniques ne concernent pas directement ce cours parce qu'elles sont au service de la sensibilité douloureuse. Il en sera donc en revanche beaucoup question dans le cours suivant. Une précision ici, les données chiffrées qui sont indiquées ne sont pas à retenir. Ce qu'il faut avoir simplement en tête, c'est les ordres de grandeur, et surtout les ordres de grandeur concernant les vitesses de conduction. Les diamètres sont indiqués uniquement à titre de référence, de précision, mais ce qui compte pour les diamètres, c'est leur incidence, je l'ai déjà dit, sur la vitesse de conduction. Je vais maintenant parler très brièvement des principaux types de récepteurs somesthésiques, en étant donc très bref, puisque ces récepteurs sont très nombreux. Les récepteurs cutanés, tout d'abord. Il y a deux grands groupes, des récepteurs mécaniques indolores et des récepteurs thermiques indolores. Bien entendu, je le répète, qu'on parle que de la sensibilité indolore. Tout ce qui est douloureux sera vu dans le cours suivant. Les récepteurs mécaniques indolores, les plus importants, sont portés par des fibres myélinisées de gros diamètre, les fibres A-bêta, et sont pourvus d'une formation annexe. C'est ce qu'on a vu sur la diapositive représentant des récepteurs cutanés. Ces récepteurs sont répartis de manière très inégale dans le revêtement cutané. Les régions où ils sont le plus denses, ces récepteurs, sont le visage, la paume des mains et, à un moindre degré, la plante des pieds. Ailleurs, par exemple sur le tronc, la densité est beaucoup plus faible. Ces récepteurs sont responsables de la sensibilité tactile fine, celle qui permet par exemple de reconnaître sans le secours de la vue un objet placé dans la main. Au niveau des extrémités, et en particulier des doigts, ils contribuent également au sens de position, c'est-à-dire à la kinesthésie.
Il existe également des récepteurs mécaniques indolores portés par des fibres A delta dont le rôle est en fait encore mal connu. Les récepteurs thermiques indolores maintenant, ils sont portés par des terminaisons libres appartenant à des fibres A delta et C. On distingue des récepteurs au chaud et des récepteurs au froid, mais c'est une dénomination trompeuse. En effet, ce qu'on appelle les récepteurs au froid, ces récepteurs peuvent être activés par des températures proches de 30 degrés, ce qui ne correspond pas très bien à la conception familière de froid. En fait, une bonne appréciation de la température d'un stimulus nécessite la mise en jeu simultanée de tout un groupe de récepteurs. On parle d'une population de récepteurs. De plus, ces récepteurs sont surtout sensibles, et alors de manière vraiment très précise, aux variations de température. Les récepteurs de l'appareil locomoteur maintenant. Il y a d'abord des récepteurs articulaires. Ces récepteurs articulaires sont portés par des fibres A-bêta, mais certains sont également des terminaisons libres, sont constitués par des terminaisons libres. Ces récepteurs semblent signaler surtout les positions extrêmes des articulations. Les récepteurs musculo-tendineux, les plus importants parmi eux sont les récepteurs fusoriaux. Ils ont été traités en détail dans le cours sur la motricité, comme je l'ai déjà dit, et il faut bien penser de se reporter à ce cours pour les propriétés de ces récepteurs qui font partie, dont l'exposé fait partie de la somesthésie. Alors, pour ce qui concerne la somesthésie, ce sont surtout les récepteurs fusoriaux primaires, ceux qui sont portés par les fibres 1A, qui comptent. Ce sont les plus importants. Ils fournissent l'essentiel du sens de position des articulations et même sa totalité en ce qui concerne les articulations proximales. Ce sont donc une des grandes sources de la sensibilité kinesthésique et leur contribution à l'élaboration du schéma corporel est très importante. Les récepteurs des viscères, pour terminer, ils ont une place réduite dans la somesthésie car, comme on l'a déjà dit, ils sont rarement à l'origine de perceptions conscientes, malgré la très grande quantité de messages que ces récepteurs envoient au système nerveux central. 2 mots maintenant sur le trajet et les terminaisons des fibres afférentes primaires. Le trajet tout d'abord. Ces fibres afférentes primaires forment le contingent sensitif des nerfs périphériques. À l'intérieur de ces nerfs, ces fibres gagnent le rachis qu'elles franchissent au niveau des trous de conjugaison vertébraux. À partir de là, elles se séparent des fibres motrices pour cheminer dans les racines rachidiennes dorsales, à partir desquelles elles entrent dans la moelle épinière pour aller rejoindre leur site de terminaison exact. Pour celui-ci, pour le site de terminaison, il faut distinguer 2 cas différents selon que les fibres sont de petit ou de gros diamètre. Les terminaisons des fibres de petit diamètre. Ces fibres, qui sont donc des fibres A delta et C, se terminent exclusivement dans la substance grise spinale homolatérale. C'est ce qui est indiqué sur la figure suivante, qui est un schéma déterminé. Cette figure est un schéma des terminaisons de ces fibres. Les fibres innervant l'hémicorps gauche se terminent donc toutes dans l'hémoelle gauche et réciproquement pour les fibres innervant l'hémicorps droit. Ces terminaisons sont très nombreuses et se font surtout dans la partie distale de la corne dorsale. Par conséquent, et c'est très important, le premier relais des sensibilités thermiques et douloureuses est entièrement situé dans la moelle où les messages correspondants seront traités. C'est aussi le cas pour les messages mécaniques indolores véhiculés par les fibres de petit diamètre. À partir de maintenant, on ne s'occupera plus de ces messages délivrés par les fibres afférentes primaires de petit diamètre, sur lesquels on reviendra en revanche dans les cours suivants consacrés à la sensibilité douloureuse. Les terminaisons des fibres de gros diamètre maintenant. La situation est plus compliquée pour ces fibres parce qu'elles se scindent en 2 branches ayant des destinations anatomiques complètement différentes. C'est ce qui est indiqué sur la figure suivante, où on pourra distinguer une branche spinale et une branche ascendante. Donc ce qui est sur cette figure. Alors je vais d'abord
parler des terminaisons de la branche spinale. Comme pour les fibres de petit diamètre, cette branche spinale se termine dans la substance grise spinale homolatérale. Ces terminaisons est représentée dans la partie basse de la figure par la collatérale de la fibre afférente primaire de gros diamètre représentée en bleu. Les fibres afférentes primaires de type A-bêta se terminent dans la corne dorsale. Les fonctions des messages qu'elles délivrent sont nombreuses et d'ailleurs encore imparfaitement connues. Ces fonctions sont notamment en rapport avec la motricité et les phénomènes réflexes. Ceci concerne par exemple les afférents fusionnaux secondaires, c'est-à-dire les fibres de type grand 2 vues dans le cours sur la motricité. Il faut donc mettre en rapport ce passage à nouveau avec les parties correspondantes du cours sur la motricité. Par ailleurs, certains phénomènes importants liés au message acheminé dans la moelle par les fibres A-bêta seront précisés dans le cours suivant sur la douleur. Mais comme pour les fonctions en rapport avec les fibres de petit diamètre, on ne s'occupera plus dans le reste de ce cours sur la somesthésie, on ne s'occupera plus du devenir des informations véhiculées par cette branche spinale des fibres de gros diamètre. Une dernière précision anatomique qui est valable également pour les fibres de petit diamètre, elle concerne la distribution des terminaisons dans la moelle de ces fibres. Ces terminaisons se font sur plusieurs segments de moelle adjacents, ce qui est représenté sur la diapositive suivante. Une figure où vous pouvez voir qu'une seule fibre afférente primaire donne des terminaisons sur plusieurs segments de moelle adjacents. Et ça vaut, je le répète, aussi bien pour les fibres de gros diamètre que pour les fibres de petit diamètre. On va donc maintenant s'intéresser uniquement au trajet et au rôle physiologique des informations qui empruntent la branche ascendante de ces fibres de gros diamètre. Ces informations sont responsables de l'essentiel de la sensibilité tactile mécanique indolore et fine, ainsi, et c'est très important, que de la sensibilité kinesthésique. Une partie de ces fibres est responsable aussi de la sensibilité kinesthésique. Ce qu'on va préciser maintenant plus en détail, la destination et ce qui a trait à cette branche ascendante des fibres de gros diamètre. Cette branche ascendante se place dans les colonnes dorsales, qu'on appelle encore cordon postérieur. C'est ce qui est indiqué sur la diapositive suivante, où des fibres de gros diamètre représentées en bleu, l'une venant de la partie inférieure de la moelle qui est représentée en position plus médiane et l'autre venant des parties supérieures de la moelle étant présentée en position plus latérale. Toutes ces fibres se placent dans les colonnes dorsales ou cordons postérieurs. Les branches issues des membres inférieurs de la partie inférieure du tronc forment le faisceau gracile et se terminent dans une structure de même nom, le noyau gracile, qui se trouve dans le bulbe rachidien. C'est donc la partie médiane du schéma. Les fibres innervant la partie supérieure du tronc et les membres supérieurs donnent des branches qui forment le faisceau cunéiforme, qui se termine dans le noyau cunéiforme, et également bien sûr dans le bulbe. Ce faisceau est très volumineux en raison de la forte innervation du membre supérieur et surtout de la forte innervation de la portion distale de ce membre. Les noyaux graciles et cunéiformes sont situés l'un à côté de l'autre dans la partie inférieure et dorsale du bulbe. On les appelle collectivement les noyaux des colonnes dorsales. La division des fibres afférentes primaires de gros diamètre en deux branches a une conséquence physiologique très importante et souvent négligée. Il s'agit du fait que les informations mécaniques indolores issues des récepteurs portés par l'extrémité périphérique de ces fibres, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit de fibres afférentes primaires, ces informations sont traitées en parallèle et de manière indépendante dans deux centres nerveux complètement différents, la substance grise spinale d'une part et les noyaux des colonnes dorsales d'autre part. Et ceci est tout particulièrement important pour les fibres grand 1 petit a. On va parler maintenant du relais formé par ces fibres afférentes primaires dans les noyaux des colonnes dorsales. Il s'agit donc, je le souligne encore, du relais
entre les terminaisons des branches ascendantes des fibres afférentes primaires de gros diamètre et les neurones de second ordre qui sont situés dans les noyaux des colonnes dorsales, ce qui est représenté sur la figure suivante. On va donner quelques précisions importantes à propos de ce relais bulbaire. Il faut d'abord avoir bien à l'esprit, et ceci est valable pour toute la neurophysiologie, qu'un relais sur une voie nerveuse signifie que l'information circulant sur cette voie va être traitée dans le site de relais. Dans le cas des noyaux des colonnes dorsales, les messages arrivent directement des récepteurs périphériques, si bien que malgré leur long chemin, ils n'ont subi ces messages encore aucun traitement depuis leur émission en réponse au stimulus. La voie des colonnes dorsales est remarquable de ce point de vue, car elle constitue une exception. En effet, tous les autres messages somesthésiques parvenant à l'encéphale ont déjà été traités dans la moelle. Il n'y a que pour ce relais des colonnes dorsales qu'il n'y a pas eu de traitement préalable. Au sein des noyaux des colonnes dorsales, les fibres afférentes primaires se terminent de manière très ordonnée. Cela se traduit d'abord par une séparation de leurs terminaisons selon la nature des informations. Les fibres véhiculant des informations tactiles aboutissent à des portions des noyaux des colonnes dorsales distinctes de celles qui reçoivent les messages proprioceptifs. Ensuite, à l'intérieur de ces deux groupes, tactiles et proprioceptifs, les terminaisons se terminent de manière somatotopique. Ce terme important de somatotopie veut dire que des fibres venant de régions du corps voisines se terminent dans des territoires eux-mêmes voisins. La somatotopie se manifeste d'abord par une particularité anatomique déjà mentionnée, à savoir que les fibres innervant la partie inférieure du corps projettent dans le noyau gracile, alors que celles qui proviennent de la partie supérieure se terminent dans le noyau cunéiforme. Mais à l'intérieur de ces grands regroupements topographiques, les relations de proximité sont respectées à une échelle bien plus fine concernant chaque partie et chaque sous-partie d'un membre et du tronc. L'autre point remarquable de ce relais est que les neurones de second ordre sont agencés de la même manière que les fibres qui les alimentent en information. C'est ce qui est plus précisément indiqué sur la figure, où le neurone de second ordre 2 est placé entre 1 et 3, 1 recevant les informations de la fibre 1 et 3 celles de la fibre 3, et 2 bien sûr celles de 2, les fibres étant disposées de la même manière, c'est-à-dire 2 entre 1 et 3, aussi bien au niveau des fibres que des neurones de second ordre. Ceci a deux implications importantes. La première est que ces neurones de second ordre vont présenter les mêmes spécialisations fonctionnelles que les fibres afférentes. Certains transmettent les messages tactiles, les autres les messages proprioceptifs. Ce qui fait que s'il y a bien possibilité, par définition, puisqu'il y a relais de traitement d'information, ce traitement sera restreint dans ce système. En particulier, il n'y aura pas de mélange d'informations de nature différente. Donc, tout particulièrement, on n'aura jamais de neurones de second ordre qui mélangent des informations tactiles et proprioceptives. Et de tels mélanges, par contre, peuvent se voir ailleurs dans le système nerveux. On parle parfois de conservation des messages pour qualifier cette importante propriété du relais bulbaire. La deuxième conséquence de cette organisation est que les neurones de second ordre présentent la même disposition somatotopique que les terminaisons des fibres afférentes primaires. Les neurones relayant les informations issues d'une région de l'hémicorps homolatérale sont voisins de ceux qui transmettent les messages venant des territoires corporels adjacents, ce qu'on a déjà commencé à commenter à propos de la figure. Il y aura ainsi une représentation topographiquement ordonnée de l'hémicorps homolatéral dans les noyaux des colonnes dorsales. Il faut savoir que cette organisation, qui peut sembler banalement naturelle, cette organisation n'existe pas dans tous les systèmes. Par exemple, il n'y a pas de somatotopie pour une grande partie de la sensibilité viscérale. Les caractéristiques du relais bulbaire qui viennent d'être décrites vont se retrouver à l'identique dans les relais suivants des voies somesthésiques. C'est la raison pour laquelle on les a particulièrement détaillés dans ce paragraphe. Alors, ces relais suivants vont être envisagés maintenant en commençant plus précisément par indiquer le chemin pris par les axones des neurones de second ordre qui vont quitter
Les noyaux des colonnes dorsales, ces axones des neurones de second ordre qui sont représentés à gauche sur le haut de la figure. C'est ce dont on va parler brièvement maintenant. Les axones de second ordre croisent la ligne médiane dès leur sortie des noyaux des colonnes dorsales, ce qui est indiqué sur la figure suivante. Cette figure qui schématise l'anatomie de ce système au niveau du tronc cérébral et de l'encéphale. À partir de ce niveau, donc à partir de la sortie des colonnes dorsales, la sensibilité somesthésique va être croisée. Ces axones vont former un très volumineux faisceau myélinisé appelé lemnisque médian. La voie ainsi constituée est dite voie lemniscale. Par extension, les fonctions au service desquelles se trouvent ces fibres sont parfois dites lemniscales. On parle aussi de système lemniscal pour désigner l'anatomie et la physiologie associées à ces fibres. La voie lemniscale traverse tout le tronc cérébral et gagne un important centre diencéphalique qui est le thalamus, dans lequel tous les axones des neurones de second ordre se terminent. Le thalamus contient donc le second relais de ce système, le premier relais étant formé par les noyaux des colonnes dorsales. Le thalamus est un centre volumineux, constitué de plus d'une vingtaine de noyaux différents, parfaitement séparés les uns des autres, et ayant chacun une fonction bien spécifique. Pour ce qui concerne la partie de la somesthésie en relation avec la voie lemniscale, c'est la partie ventro-postérieure, qui est située latéralement, qui est impliquée. Cette portion du thalamus dévolue au relais des messages somesthésiques doit être considérée comme l'équivalent du corps genouillé latéral pour la vision. L'organisation de ce relais thalamique répond aux mêmes règles que celles décrites pour le relais précédent dans les noyaux des colonnes dorsales. Les fibres lemniscales se terminent en effet de manière somatotopique avec séparation des différentes modalités. Terminaison des fibres véhiculant les messages tactiles dans certaines portions, bien distinctes des territoires recevant les informations proprioceptives. Les neurones de relais, qui sont maintenant des neurones de troisième ordre, reproduisent à leur tour cet arrangement. Ils sont disposés de manière somatotopique et présentent les mêmes spécialisations fonctionnelles que les neurones de second ordre. Les axones de ces neurones de troisième ordre projettent sur le cortex cérébral homolatéral, qui va représenter le dernier étage, le plus haut situé des voies de la somesthésie. C'est ce dont on va parler maintenant, assez brièvement d'ailleurs. On vient de voir que chaque noyau thalamique a une fonction spécifique. À quelques exceptions près, chacun de ces noyaux projette sur une aire corticale qui est spécifique. Il existe donc une relation étroite et très ordonnée entre thalamus et cortex. Un exemple en a déjà été vu dans le cours sur la vision, avec la projection du corps genouillé latéral sur le cortex visuel primaire V1. Cette figure représente le cas équivalent qui s'observe avec la somesthésie. Plus précisément, le thalamus somesthésique, qui est donc la partie ventro-postérieure du thalamus, projette sur une aire corticale appelée cortex somesthésique primaire ou S1. S1 est l'homologue pour la somesthésie de V1 pour la vision. Anatomiquement, S1 occupe la circonvolution pariétale ascendante, qui est la partie du cortex située en arrière de la scissure de Rolando. Il est connu de longue date que la très grande majorité des informations qui parviennent au cortex sont acheminées par les projections thalamo-corticales. On méconnaît plus souvent l'existence d'une voie inverse joignant chaque aire corticale au noyau thalamique qui est précisément celui qui projette sur l'aire considérée, donc sur cette aire corticale. Cette voie inverse est même plus abondante en termes de nombre de fibres que la voie directe cortico-thalamique. Cela constitue donc une boucle fermée, thalamus, cortex, thalamus. On pense actuellement que les perceptions conscientes reposent sur des circulations d'informations dans ces boucles. Mais bien sûr, ce qui se déroule dans le cortex lui-même est très important aussi pour ces perceptions, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les terminaisons des fibres venant du thalamus et la transmission des messages qu'elles véhiculent se font à nouveau
selon les règles décrites à plusieurs reprises précédemment pour les relais bulbaires et thalamiques, à savoir avec conservation des spécialisations fonctionnelles et avec une très bonne somatotopie. Ceci est à l'origine de la représentation de chaque hémicorps sur le cortex somesthésique contralatéral, représentation qui est indiquée sur la figure suivante. Représentation qu'on appelle parfois homonculus. Cette représentation a été mise en évidence chez l'homme éveillé en effectuant des stimulations électriques de faible intensité sur toute la surface de la circonvolution pariétale ascendante. Dans ces conditions, la stimulation de chaque point évoque une sensation dans un petit territoire de l'hémicorps contralatéral, territoire indiqué alors par le sujet. C'est en notant l'identité de ce territoire à l'endroit du point stimulé sur le dessin du cortex, puis en reliant les différents points, que l'homonculus a été construit. Cet homonculus qui est grossièrement schématisé sur cette figure très classique. Il s'agit d'un procédé analogue à celui utilisé par les géographes pour établir leurs cartes, donc un procédé analogue à celui utilisé pour établir les cartes géographiques. Et de ce fait, on parle de carte corticale pour désigner ces représentations. Comme déjà mentionné, la somatotopie se manifeste par le fait que des parties du corps voisines sont représentées sur des portions de cortex elles-mêmes voisines. Les relations de proximité sont donc bien conservées, ce qui est, je le rappelle, la définition de la somatotopie. Au contraire, comme vous pouvez le voir, l'orientation du corps n'est pas respectée, puisque le membre inférieur est représenté en haut sur la circonvolution, alors que le territoire de la face est tout en bas. Surtout, les proportions ne sont pas conservées. En effet, la taille des zones de représentation n'est pas proportionnelle à celle des régions correspondantes, mais elle est proportionnelle à leur densité d'innervation. C'est ainsi que la face et la paume des mains ont des surfaces de représentation très étendues, alors que le secteur dévolu au tronc est très réduit. Des caractéristiques tout à fait semblables, je le rappelle, s'observent dans les deux sites de relais précédents, des voies de la somesthésie, les noyaux des colonnes dorsales et le thalamus ventro-postérieur. Dans tous les relais du système léniscal, en effet, on a à la fois somatotopie et représentation proportionnelle aux densités d'innervation. Cette propriété est simplement plus facile à mettre en évidence au niveau de S1 qu'au niveau des relais précédents. Le rôle de S1, donc du cortex somesthésique primaire dans la somesthésie, est confirmé par des observations inverses de celles qui ont abouti à la construction de l'homonculus. Il s'agit ici de déficits trouvés chez des malades porteurs de lésions de cette partie du cortex. Ces malades présentent en effet des pertes de la sensibilité tactile dans l'hémicorps contralatéral. Les informations somesthésiques ne s'arrêtent bien sûr pas dans le cortex somesthésique primaire, elles vont être traitées et donc on va avoir un traitement cortical de ces informations. À partir de S1, les informations vont être adressées à d'autres aires corticales pour servir à différentes tâches, notamment à des tâches motrices. C'est ce qui est très schématiquement représenté sur cette figure, où vous avez le cortex somesthésique primaire qui est représenté par 1, où on a un premier traitement d'information, puis les informations traitées sont envoyées vers l'avant pour les tâches motrices, c'est 2, ou vers l'arrière pour des tâches perceptives. Du point de vue de la seule sensibilité, donc du point de vue somesthésique pur, c'est de ces circulations d'informations que va naître la perception consciente des objets ou des événements ayant initialement stimulé les récepteurs somesthésiques. L'activité corticale consiste notamment et probablement en relation avec le thalamus à synthétiser les informations venues des différents récepteurs stimulés par un même objet, ce qui permet la perception unifiée de cet objet. À partir de maintenant, on aura par exemple des mélanges d'informations sur certains neurones, des mélanges d'informations tactiles et proprioceptives.